Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les ministres, très chers collègues, le Président représente le pays tout entier. Il parle au nom de la France et de tous les Français. Seuls 10% d'entre nous sont très attachés à la Ve République. Oui, nous estimons que ce régime est inefficace, déséquilibré et à bout de souffle. Depuis plusieurs mandats présidentiels, nous avons établi le constat que le césarisme démocratique de cette République ne peut fonctionner que s'il rencontre un homme pondéré et visionnaire. Pour l'heure, depuis le quinquennat, tout remonte à l'excès sur la décision du seul président de la République. Le Premier ministre a perdu de sa superbe. Cette hyperconcentration du pouvoir présidentiel est un signe de mauvaise santé de la démocratie. Plusieurs mouvements politiques expriment le désir d'une refondation constitutionnelle qui répartirait mieux les pouvoirs dans une 6e République. Alors, M. Édouard Philippe, faut-il réduire les pouvoirs du président? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, très chers collègues, messieurs les députés, chers députés, j'entends ce que vous dites. Vous qui parlez de réduire les pouvoirs présidentiels. Mais à qui les donner s'ils sont réduits? Pourquoi élire un président si c'est pour lui réduire ses pouvoirs? Je tiens à rappeler que le pouvoir de la garantie et d'arbitrage permet au président de mieux interpréter la Constitution. Il y a aussi les pouvoirs de crise qui permettent d'assurer la sécurité au peuple. Le droit de dissolution permet certes de dissoudre l'Assemblée nationale, mais avec des limites fixées par la Constitution. Enfin, son pouvoir de nomination, partagé avec le Premier ministre, lui permet de mener à bien sa politique et d'être correct avec le peuple. En définitive, les nombreuses liaisons entre les pouvoirs présidentiels rendraient donc leur réduction difficile. Cette question s'adresse au Premier ministre. 1969, le général de Gaulle proposait un référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. 1998, le Premier ministre Lionel Jospin considérait le Sénat comme une anomalie démocratique. 2019, au nom du représentant de la France insoumise, et je m'adresse au Premier ministre, il est temps de mettre fin au débat. Mauvaise représentation des territoires, retardement de la procédure législative, surreprésentation des hommes. Cette assemblée totalement archaïque, au mode de désignation des sénateurs, pose problème. Au moment où la démocratie représentative s'essouffle, on perpétue là un mode de suffrage du passé, qui n'est pas représentatif des aspirations citoyennes. De plus, la Constitution stipule que si les deux chambres ne tombent pas d'accord sur le contenu d'un projet de loi, c'est l'Assemblée nationale qui tranche. Un rôle donc purement consultatif. Alors, M. Édouard Philippe, faut-il réformer ou supprimer ces sénateurs? Monsieur le Président, j'entends ce que vous dites, Monsieur Mélenchon. Il est vrai que le Sénat fait preuve d'archaïsme et de conservatisme. Les sénateurs n'ont certes pas le dernier mot sur toutes les décisions législatives, mais certaines prérogatives leur permettent de faire peser leur influence dans les jeux politiques. Le Sénat est un contrôleur du gouvernement, qui peut aussi amorcer les lois. En 2014, il revalorisait le salaire des stagiaires, le faisant ainsi passer de 436 à 523 €. Concernant la méthode d'élection de nos sénateurs, il faut les faire élire au suffrage universel, ou encore fusionner avec le Conseil économique, social et environnemental. Le Sénat doit être réformé, comme le souhaitait le général de Gaulle en 1969. Pour cela, le projet de réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron, s'il est accepté par les deux chambres ou par référendum auprès des Français, prévoit de réduire d'un tiers les effectifs respectifs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ma question s'adresse à Madame le Premier ministre. Depuis plusieurs semaines, nous sommes interpellés par les Gilets jaunes et plus généralement par nos concitoyens par rapport à la dégradation de leur niveau de vie, de l'inégalité qui est devenue la règle. Nous, représentants du peuple, devons écouter ce cri de détresse et commencer par réduire nos dépenses de fonctionnement et remettre sur la table une question fondamentale quant au nombre de députés et d'élus. Les Français ont-ils besoin d'autant de relais
pour exprimer leurs besoins? Quelques députés de moins ne mettront certainement pas notre démocratie en danger, mais permettront au moins de répondre aux appels et leur démontrer que les efforts sont aussi faits au niveau de cette honorable institution qu'est le Parlement. Merci. En effet, j'adhère tout à fait à ce projet. Tout d'abord, il permet de rendre le Parlement plus présent et plus efficace, car on travaille mieux à moins qu'à plusieurs. Chers députés, sachez qu'il s'agit là de revaloriser votre fonction. Et je vous propose de le prendre comme un nouveau défi pour vous surpasser et pouvoir aspirer à un nouveau mandat. De plus, je pense que nous devons nous détacher de l'image d'un député à l'ancienne, qui est aussi maire et qui va aider un tel à trouver un logement. Le député est certes un élu local qui doit être à l'écoute de son territoire, mais c'est bien plus encore. C'est un élu national. Il est temps pour la France de rentrer dans une certaine modernité. Sachez que de nombreux pays, comme la Hongrie, le Japon ou encore l'Irlande, ont récemment réduit leur nombre de députés. Et pourquoi pas nous? Pourquoi ne pas prouver que nous en sommes capables? Je crois en notre pays et c'est ensemble qu'on fera de la France un pays encore plus puissant qu'il ne l'est Monsieur déjà. le Président, très chers collègues, Madame la Ministre, demain, nous serons témoins du 14e acte des Gilets jaunes. 14 samedis de lutte, 14 samedis d'acharnement, 14 samedis de revendications démocratiques et sociales. Très chers collègues, nous ne tenons de notre légitimité que du peuple qui nous a élus. Et nous ne pouvons plus fermer nos yeux face à sa revendication principale. Aujourd'hui, d'après un sondage d'Aris Interactif, 80% des Français sont pour un référendum d'initiative citoyenne. 80% des Français veulent reconquérir leurs droits démocratiques. Alors je vous pose cette question, Madame la Ministre. Jusqu'en quand attendrons-nous avant d'exécuter la volonté populaire? Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues, j'entends ce que vous dites. Et je veux bien comprendre que le peuple s'intéresse à la politique de son pays, c'est légitime. Mais l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne va plus créer de problèmes qu'il ne va en résoudre. Nous n'avons pas les moyens pour investir des millions d'euros chaque mois pour organiser un nouveau référendum. Ça va se répercuter sur les impôts. De plus, créer une loi n'est pas une tâche facile. Nous avons des spécialistes qui se chargent chaque semaine d'étudier les différentes propositions. Par ailleurs, un citoyen n'a pas la totalité des informations nécessaires. Il peut donc facilement se faire influencer par les fausses nouvelles, les lobbies. Prenons exemple sur nos amis britanniques. La majorité avait voté pour le Brexit. Ils avaient voté avec conviction. Aujourd'hui, les chiffres qui les avaient convaincus se sont avérés être faux. Je comprends les attentes du peuple. Et je conçois qu'il cherche à être plus sollicité dans la politique de son pays. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Cependant, dans ce cas-là, il faut laisser les élus faire le travail pour lequel le peuple les a choisis.